Salut, c'est Zaba et commençons par le numéro 8, la malédiction du diamant Hope. Le diamant Hope ou diamant bleu de France est une pierre précieuse, bleue de 45 carats, de la taille d'une noix, et dont la possession serait une sentence de mort assurée, du moins selon les légendes. Et il s'agit sans doute du diamant le plus connu au monde. Nombreux sont ceux qui pensent que cette pierre, dont la valeur est estimée à 350 millions de dollars, est maudite. La légende voudrait qu'elle provienne de la mine de Kollur dans le Golconda en Inde, et que sa malédiction aurait commencé lorsqu'un prêtre l'a volée dans un temple hindou sur une statue de la déesse Sita. On pense qu'il a souffert d'une mort lente et atroce parce qu'il a été justement torturé pour son larcin. Et en 1668, un marchand français itinérant, nommé Jean-Baptiste Tavernier, aurait vendu le diamant Hope au célèbre roi Louis XIV. Et on raconte que Tavernier aurait été ruiné par son fils et aurait fini dévoré par des chiens sauvages en Inde où il cherchait fortune. Mais en réalité, il est mort en Russie à l'âge très vénérable pour l'époque de 84 ans. Louis XV en hérite et le diamant reste sagement à sa place sans faire de vagues. Mais Louis XVI et sa femme Marie-Antoinette n'ont pas vraiment eu cette chance. Et de là à accuser le diamant d'être responsable de la Révolution française et de la montée à l'échafaud du roi, il n'y a qu'un pas. Les révolutionnaires confisquent les biens du monarque dans le fameux diamant, alors placé au garde-meuble national, et en 1792, les joyaux de la couronne de France y sont volés, incluant le diamant bleu de France. Et après un parcours rocambolesque, le diamant Hope est passé par de nombreuses autres mains, dont celle du collectionneur Thomas Henry Hope, qui lui a d'ailleurs donné son nom. Et nombre de ses propriétaires auraient subi de très graves malheurs, notamment la ruine financière, la perte d'être cher, le chagrin émotionnel, de graves maladies mentales, l'échec d'un mariage et la toxicomanie. Et les sceptiques de la malédiction affirment que les journalistes de la fin du XXe siècle l'ont utilisé pour attirer l'attention et vendre des journaux. Et malgré le fait que certains des propriétaires du diamant Hope ont vécu de véritables tragédies, d'autres histoires n'étaient guère plus que des rumeurs non confirmées. Effet très intéressant, sous la lumière ultraviolette, le diamant produit une brillante lueur rouge sang qui a non seulement alimenté la malédiction, mais qui a également montré à quel point cette pierre est un merveilleux spécimen scientifique. Et la fameuse malédiction aurait pris fin en 1958 lorsque le joaillier Harry Winston a fait don du diamant Hope à la Smithsonian Institution où il se trouve encore aujourd'hui au lieu de la vendre. Numéro 7, Bolaomon. Le Bolaomon est un crâne traditionnel très mystérieux, sculpté et orné qui était utilisé au Tibet. Également appelé Kapala, il est destiné aux rituels spéciaux et aux offrandes. Mais celui-ci en particulier a une histoire très singulière et c'est un crâne de singe très décoré et doré. Et les moines tibétains utilisaient autrefois tous les types de crânes, y compris ceux des humains, pour apaiser les esprits en colère. Ils les transformaient en bols d'offrande pour y déposer du vin, du pain et même du sang, parfois humain, en tout cas selon les légendes. Chose qui était censée éloigner les mauvais esprits du lieu saint. Et dans les années 1950, un homme aurait rapporté ce Bolaomon aux États-Unis. Pour éviter d'être tourmenté par l'artefact, il offrait régulièrement du vin et du sang au crâne. Il l'a conservé dans une boîte fermée à clé avec un tiroir à couteau spécial au fond. Et la rumeur raconte que lui et sa famille veillaient toujours à nourrir le bol afin de perpétuer la bonne fortune de ce dernier. Dans le cas contraire, l'esprit se mettait apparemment en colère et il leur arrivait malheur. Et l'âge de la coupe est inconnu et son propriétaire l'aurait légué à son petit-fils qui a négligé de nourrir le crâne comme l'avait fait son grand-père avant lui. À un moment donné, le couteau qui se trouvait dans le tiroir du bas a disparu, selon ses dires. Le nouveau propriétaire du crâne a commencé à remarquer des événements mystérieux, selon ses dires encore une fois, autour de l'artefact, ce qui l'a mis très mal à l'aise. Et pour se distancier du Bolaomon, il en a fait don au musée itinérant du paranormal et de l'occulte, propriété des enquêteurs paranormaux Dana et Greg Newkirk. Qui peut lui en vouloir de vouloir se débarrasser de cette chose? Mais avant de passer au numéro 6, je voulais vous faire découvrir l'excellente chaîne Mystica qui fait de l'excellent travail. Donc si vous êtes féru de mystères et de découvertes, vous serez ravis. Numéro 6, les mains lui résistent.
Créée par l'artiste Bill Stoneham en 1972, The Hands Resist Him, ou Les mains lui résistent, est une peinture représentant une poupée garçon et une poupée fille se tenant l'une à côté de l'autre devant une porte vitrée terrifiante. Derrière la porte, plusieurs mains sont appuyées contre la vitre, laissant paraître des ombres inquiétantes comme s'ils essayaient d'atteindre les enfants. Le garçon dans le tableau est la représentation que Stoneham se fait de lui-même à l'âge de 5 ans, et la porte représenterait selon lui la ligne de démarcation entre le monde des vivants et le royaume des fantasmes et des impossibilités. Et le célèbre acteur John Marley, qui a joué le rôle de Jack Woltz dans Le Parrain, possédait The Hands Resist Him avant qu'il ne soit mis en vente sur eBay en février 2000. Le couple californien âgé qui vendait la peinture l'avait trouvé sur le site d'une ancienne brasserie. Leur annonce laissait entendre que l'œuvre était hantée ou maudite, affirmant que les personnages se déplaçaient dans le tableau pendant la nuit et qu'ils en sortaient même de temps en temps. Ça me rappelle quelque chose. Les vendeurs ont même posté des photos qu'ils citent comme preuve du fait que la fille dans le tableau menace le petit garçon avec un pistolet. Il y avait même une clause de non-responsabilité au bas de l'annonce qui dégageait les vendeurs de toute responsabilité après l'achat par un nouveau propriétaire. Et l'annonce aura été consultée plus de 30 000 fois et le tableau a été vendu à la Perception Gallery de Grand Rapids dans le Michigan pour une enchère victorieuse de 1025 $. La galerie a même pris contact avec Stoneham, qui a été très surpris par toutes les histoires selon lesquelles son œuvre était hantée. Mais les rumeurs se sont avérées bénéfiques lorsqu'il a été chargé de peindre plusieurs suites et même une préquelle à The Hands Resist Him. Les images censées montrer un pistolet dans les mains de la petite fille sont, selon Stoneham, une pile et des fils électriques enchevêtrés. Et bien que l'artiste ait semblé douter que sa peinture soit hantée, il a admis que le propriétaire de la galerie où il l'a exposée pour la toute première fois, ainsi que le critique d'art qui l'y a examiné, sont tous deux décédés dans l'année qui a suivi leur interaction avec la fameuse œuvre. Numéro 5. Oak Island. Cette petite île mystérieuse cache de très sombres mystères et peut être même l'un des trésors les plus recherchés du monde. Et selon diverses légendes, le trésor peut être de différentes natures. Une histoire datant des années 1700 raconte qu'un marin mourant de l'équipage du célèbre Capitaine Kidd aurait déclaré qu'un trésor d'une valeur de 2 millions de livres sterling avait été enterré sur l'île. Et si vous êtes fan de la chaîne History, il y a de très fortes chances que vous ayez déjà vu au moins quelques épisodes de cette série intitulée La malédiction d'Oak Island. Cette série suit les frères Rick et Marty Lagina à la recherche d'un trésor censé être enterré sur l'île d'Oak Island, située au large de la Nouvelle-Écosse au Canada. Mais quel était vraiment ce trésor? Difficile à dire. Certains pensent qu'il pourrait s'agir d'un trésor de pirates, comme ils le disaient, ou de l'Arche d'Alliance, voire du Saint Graal, qui aurait apparemment été rapporté dans le Nouveau Monde par les Templiers pour le préserver de tout danger. Et les premières fouilles sur l'île ont commencé grâce ou à cause d'un adolescent nommé Daniel McGuinness qui aurait trouvé une dépression dans le sol qui correspondait à l'histoire des marins et il aurait commencé à creuser avec ses deux amis. Ils auraient découvert un puits artificiel avec des plateformes en bois tous les 3 mètres jusqu'à environ 30 mètres. Connu aujourd'hui sous le nom de Money Pit, l'emplacement exact du puits a été perdu. La rumeur veut que le trésor soit maudit et qu'il ne soit découvert qu'après la mort de 7 chasseurs de trésors sur Oak Island. De nombreuses personnes ont risqué leur vie et leur intégrité physique à la poursuite du trésor. Et d'ailleurs, 6 personnes au total ont péri jusqu'à présent, dont un ouvrier tué par l'explosion d'une chaudière en 1861. Un autre ouvrier a trouvé la mort suite à une chute dans un puits et 4 membres d'une même famille sont morts après avoir inhalé des vapeurs toxiques à l'intérieur d'un autre puits lors d'un événement survenu en 1965 et qui est désormais tristement célèbre sous le nom de tragédie de Restol. Mais il n'existe aucune preuve documentée que quelqu'un ait maudit le trésor et bien que les frères Lagina puissent être les prochains à accomplir la malédiction, ils enquêtent avec la plus grande prudence. Et il semblerait véritablement qu'il y ait des pièges à différentes profondeurs des tunnels et des puits, avec de l'eau empêchant les chasseurs de trésors de creuser davantage. Et jusqu'à présent, la découverte la plus excitante déterrée au fil des ans était une pierre avec des inscriptions indéchiffrables censées contenir une sorte de code secret. Mais au final, ces inscriptions se sont révélées être un mystère encore plus grand
puisque c'était du berbère ou de la langue amazigh parlée en Afrique du Nord. Et pour l'instant, plusieurs interprétations du texte existent. Ils ont également trouvé de vieilles pièces de monnaie et une croix en plan avec une boucle à l'une des extrémités et ont peut-être appartenu aux Templiers. Numéro 4, la chaise maudite de Busby. Une chaise en bois de chêne, qui serait hantée, connue sous le nom de chaise maudite de Busby, ou bien chaise du mort, serait responsable de tant de décès que son propriétaire aurait dû s'en débarrasser et en a fait don au musée de Thirsk en Angleterre. Tout a commencé en 1702 dans le nord du Yorkshire lorsque Thomas Busby, voleur et ivrogne notoire, s'est disputé avec son beau-père. Ils étaient apparemment tous les deux des petites frappes et pour une raison ou une autre, Thomas Busby n'en pouvait plus et a tué son beau-père. L'histoire raconte que Busby buvait toujours dans la même taverne et s'asseyait dans son siège préféré. Et ce jour-là, son beau-père a décidé de s'y asseoir. Indépendamment de ce qui s'est réellement passé, Busby a été condamné à être pendu. Mais avant cela, Busby fut autorisé à boire un dernier verre dans sa taverne préférée. L'histoire raconte qu'il y a maudit la chaise et crié que quiconque s'y assoit mourrait peu de temps après. Il fut pendu près de l'auberge qui fut rebaptisée Busby Stoop Inn. Et on dit toujours qu'il hante l'auberge et les environs, et apparemment, il s'est assuré que personne ne s'assoit sur la chaise, même depuis la tombe. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale, des aviateurs canadiens stationnés dans les environs se sont arrêtés au pub. Ils auraient ensuite affirmé que tous ceux qui s'étaient assis sur la chaise pendant la nuit n'étaient jamais revenus des missions de bombardement qui avaient suivi. Et un ouvrier du bâtiment, mis au défi par ses amis de s'asseoir sur la chaise, est tombé d'un toit et est mort plus tard dans la journée. Et un livreur qui aurait voulu mettre au défi la légende se serait assis sur la chaise et plus tard dans la nuit, il serait mort dans un accident de voiture. Et d'autres militaires de la base voisine se seraient arrêtés au pub s'asseyant volontairement sur la fameuse chaise, défiant ainsi la malédiction avant de mourir plus tard dans des accidents. La malédiction aurait persisté jusque dans les années 70 et en 78, le propriétaire qui en avait vraiment marre aurait cédé la chaise au musée de Thirsk. Et selon les locaux et quelques rapports, la chaise aurait coûté la vie à 63 personnes au total. Le propriétaire a explicitement demandé au musée de suspendre la chaise afin que personne ne puisse jamais s'y asseoir, et l'histoire raconte que le musée n'a jamais manqué à sa promesse. Numéro 3, le garçon qui pleure. La malédiction du garçon qui pleure a commencé dans les années 1950 lorsque le peintre italien Giovanni Baroglin a créé une série de portraits d'un petit garçon en larmes en l'honneur des orphelins de la Seconde Guerre mondiale. Ces peintures étaient très populaires en Angleterre où elles étaient produites en masse et vendues dans tout le pays. Et en septembre 1985, on apprend qu'un couple nommé Ron et Mary Hall ont perdu leur maison dans un incendie et que leur exemplaire de la peinture du petit garçon pleure est le seul objet à avoir survécu. Peter Hall, frère de Ron et pompier, affirmait qu'il avait assisté à de nombreux incendies et tout avait été détruit à l'exception de l'enfant qui pleure. Les gens ont réagi massivement à l'article et une hystérie collective s'en est suivie. Et dès le lendemain matin, des centaines de lecteurs ont contacté le journal pour raconter leur propre histoire, celle du garçon pleure restait intacte après un incendie dévastateur. Certains allaient même jusqu'à affirmer que l'œuvre avait causé la mort d'un être proche, tandis que d'autres disaient qu'ils avaient essayé de la brûler, mais qu'elle ne prenait pas feu. Mais bien sûr, tout le monde n'a pas adhéré à cette superstition, y compris Alan Wilkinson, un pompier, qui attribuait les incendies répétés à la négligence, tout en admettant avoir assisté à plus de 50 incendies de l'enfant qui pleure depuis 1973. Et en réponse à la panique générale, Calvin Mackenzie, rédacteur en chef du Sun de l'époque, a demandé aux lecteurs d'envoyer leur exemplaire du Garçon qui pleure à la publication. Alors que certains prétendent que les œuvres d'art ne s'enflammaient pas, le personnel de la publication n'a eu aucun mal à brûler plus de 2500 exemplaires à l'occasion d'Halloween. L'hystérie finira par se calmer, mais la malédiction du garçon qui pleure est restée bien vivante pour certains. Et beaucoup se demandent aujourd'hui encore si elle était bien réelle. Numéro 2, la voiture de James Dean. Le 30 septembre 1955, l'acteur James Dean est mort dans un accident de voiture alors qu'il conduisait sa Porsche 550 Spider qu'il appelait affectueusement Little Bastard, littéralement le petit bâtard. Il avait acheté la voiture et l'avait fait personnaliser une semaine auparavant.
Ce jour-là, l'acteur a conduit sa nouvelle voiture jusqu'à un restaurant de Los Angeles où il a dîné avec son ami, l'acteur britannique Alec Guinness. Guinness, un homme superstitieux par nature, a écrit plus tard dans son journal que la voiture lui paraissait sinistre et qu'une voix intérieure lui disait de ne jamais monter dans le véhicule. Et le jour de sa mort, lui, ainsi que son ami Ralph Wutterich, se sont rendus chez Competition Motors à Hollywood pour préparer Little Bastard à une prochaine course à Selena. Dean avait pas mal d'expérience dans le domaine de la course automobile et avait lui-même participé à plusieurs compétitions. Le binôme a alors décidé de conduire la voiture jusqu'à Selena pour la mettre au point. Et alors qu'il roulait à 85 miles par heure, 136 km/h, après avoir déjà reçu une contravention pour excès de vitesse, James Dean a percuté une Ford avec sa Porsche. Et il n'avait que 24 ans. L'accident a mis fin au jour de James Dean sur le champ et la voiture accidentée a été vendue à un homme nommé George Barris pour $2 500. La voiture elle-même ainsi que ses pièces détachées, utilisées comme pièces de rechange dans d'autres voitures, ont été impliquées dans de nombreux accidents, causant des blessures graves et au moins 2 décès. Tout naturellement, une superstition est née, selon laquelle la Porsche était maudite. Et les restes de sa carrosserie tordue ont été utilisés dans de nombreuses expositions sur la sécurité, dont une à Miami en 1960. Puis l'épave et le camion qui l'a remorqué ont disparu et n'ont jamais été revus. Numéro 1. Le fort de Lalbagh. En 1677, à l'apogée de l'Empire moghol, le prince Muhammad Azam ordonne la construction du fort de Lalbagh qui deviendra l'actuel Dacca au Bangladesh. Et 15 mois après le début de la construction, en 1678, il s'est rendu à Delhi pour rejoindre son père, l'empereur Aurangzeb. Il a donc laissé la construction du temple sous la supervision du nouveau gouverneur de Dacca, Shaista Khan. Khan poursuit la construction jusqu'en 1684, date à laquelle sa fille et la fiancée du prince Mohammad Azam, Pari Bibi, décèdent soudainement. Croyant que la mort de sa fille était un présage et que le fort était maudit, il arrêta toute construction, qui reste d'ailleurs à ce jour inachevée. Le prince Mohammad Azam ne s'est pas opposé à la décision de Khan. La popularité du fort a décliné après le départ de Shaista Khan de Dacca, lorsque la capitale a été transférée à Moorshidabad. Le fort sera complètement abandonné à la fin de la période royale moghole et ensuite été loué au gouverneur. Et aujourd'hui, c'est le département archéologique du Bangladesh qui gère le fort, qui est l'une des principales attractions touristiques du pays et qui accueille chaque année 3 millions de visiteurs. Apparemment, eux n'ont pas vraiment peur de la malédiction. Et le fort comprend 3 structures majeures. Dans le mausolée de Pari Bibi, une salle en marbre au centre de laquelle se trouve sa tombe, le diwan, ou plutôt diwan ou salle d'audience, et la mosquée du fort. Et sous le fort se trouve une série de labyrinthes complexes qui devaient conduire les intrus à se perdre et à mourir de faim. Et ces mêmes labyrinthes relient le fort de Lalbagh au fort de Zimzira, aujourd'hui en ruine, situé de l'autre côté de la rivière Buriganga. Et les visiteurs ne sont autorisés qu'à l'intérieur du diwan, une structure à 2 étages qui contient d'ailleurs un petit musée d'objets moghols. Et découvre le secret des Anunnaki, les mystérieux dieux sumériens venus d'ailleurs pour asservir l'humanité en cliquant sur cette vidéo.